Bonjour à tous. Il suffit d'avoir testé quelques minutes ChatGPT pour s'apercevoir du potentiel de l'intelligence artificielle générative. Les grands géants du numérique américain, évidemment, maîtrisent tout à fait cette technologie, vont la proposer dans leur service de cloud. Est-ce que ça va être la killer application? En tout cas, tous les yeux sont tournés désormais vers ce nouveau service au potentiel énorme. On en parle avec nos experts tout à l'heure en plateau. C'est le sujet à la une de Smart Tech aujourd'hui. Et puis on aura rendez-vous aussi avec le marché des cryptos. On verra quelles sont les dernières décisions politiques et l'impact sur les acteurs des cryptos actifs en France. On terminera cette édition avec notre chronique Où va le web? Mais tout d'abord, l'interview Villa Good Tech. On va parler de la tech responsable. À la une de Smart Tech, on va parler du cloud, de la question de la souveraineté qui nous occupe tellement en France, en Europe. Va-t-elle être mise à mal avec les nouvelles prouesses promises, en tout cas par les opérateurs de cloud américains? On en parle avec Philippe Charpentier, CTO de NetApp France, et Christophe Lesur, co-directeur général de Cloud Temple. Bonjour à tous les deux. Donc on va parler évidemment de ChatGPT ensemble, de cette IA générative qui va arriver dans les services de cloud, qui est très attendu par tout le monde, le grand public, mais en particulier les grandes entreprises qui vont vouloir jouer avec. Est-ce que ça va tuer le jeu, je dirais, sur ce marché? J'écouterai vos arguments à tous les deux, bien entendu, tout à l'heure dans le Tech Talk. Mais d'abord, je propose qu'on écoute Alexandre Zapolski, qui est également installé en plateau aujourd'hui dans Smart Tech. Bonjour Alexandre. Bonjour. On va parler ensemble de Villa Good Tech. L'Inagora a décidé de transférer ses bureaux dans un lieu très différent qui est voué à accueillir toutes les innovations qui vont permettre d'avoir une tech plus responsable. Première question, est-ce que ces nouvelles façons déjà de penser sont siège social qui vous a poussé à ouvrir Villa Good Tech? Moi, j'avais été très impacté. C'est une réflexion post-Covid? Oui, exactement. J'avais été, à titre perso, très impacté par la pandémie. J'avais été assez malade et on a été tous marqués, en fait, par cette pandémie. Et je m'étais promis que dans le changement de bureau, il faudrait absolument qu'on ait des bureaux dans lesquels les fenêtres puissent s'ouvrir. Et je me suis mis en tête de trouver vraiment un endroit différent, avec derrière cette idée que, finalement, toutes les entreprises essaient de changer la façon de travailler à l'intérieur de leur entreprise. Et la plupart du temps, ils essaient de changer l'architecture d'intérieur et ils font rentrer la maison à l'intérieur de l'entreprise. Et moi, je me suis dit, mais bon, l'Inagora, c'est un acteur de la disruption du logiciel depuis 25 ans. Pionnier du logiciel libre. Ouais. Et donc, je me suis dit, allez, il faut qu'on joue le jeu jusqu'au bout et cassons les codes, cassons les habitudes de travail et faisons en sorte que, plutôt que de faire rentrer la villa dans l'entreprise, on va faire rentrer une entreprise dans une villa. Et donc, on s'est mis à chercher en fait un bien qui pouvait nous accueillir et on est tombé amoureux en fait d'un endroit extraordinaire sur l'île Saint-Germain. Donc, c'est à Issy-les-Moulineaux. En plus, je suis content parce que Issy-les-Moulineaux, c'est quand même la capitale dans la région Paris. C'est vrai, très avancée en matière de numérique et de techno. Ouais. Et donc, on a trouvé cette villa d'architectes vraiment primée à de très nombreuses reprises. Absolument, vous voyez en fait une illustration de cette Villa Good Tech. Et on a décidé d'installer, alors bien sûr, le siège social de l'Inagora, mais pas seulement. On s'est dit, ça ne sert à rien qu'on le fasse rien que pour nous, on va essayer aussi de le faire pour les autres. Et au-delà du siège de l'Inagora, on crée un mini coworking. On n'a pas l'ambition, ça ne sera jamais Station F, la Villa Good Tech, mais l'idée, c'est que les acteurs de la tech responsable, de la tech éthique, qui passent sur Paris, qui cherchent à un moment donné à venir travailler avec des pairs, ou quand une association veut organiser un meet-up, à partir du moment où il rentre dans cette notion de Good Tech, il est le bienvenu dans la Villa Good Tech. Et alors, on comprend la réflexion sur une nouvelle façon de penser ces bureaux, parce qu'aussi ils sont moins occupés du fait de l'importance qu'a pris le télétravail. On comprend aussi le désir de travailler sur cette tech plus responsable dans un monde post-Covid. Est-ce qu'il y a un lien, parce que vous êtes donc le président de l'Inagora, pionnier français du logiciel libre, est-ce qu'il y a un lien aujourd'hui entre l'open source et la tech responsable ? Ah oui, nous on pense. Ou est-ce que justement vous voulez déclencher une prise de conscience au sein de la communauté? Non, on pense que c'est intimement lié. Nous,
d'abord, qu'est-ce qu'on définit comme étant la good tech? La good tech, pour nous, c'est la tech éthique, durable, responsable et open source. C'est-à-dire qu'en fait, ça en fait partie. L'open source est partie intégrante de la good tech. On ne peut pas faire... D'ailleurs, volontairement, on a cherché à... Ça fait longtemps qu'il y a des gens qui travaillent sur la tech for good. Comment la technologie peut avoir un impact positif pour l'homme, pour la société et pour la planète. Et c'est important que la tech contribue de façon positive pour l'homme, la société et la planète. C'est très bien, tech for good. Mais nous, on est convaincus depuis qu'on existe que la tech, elle porte aussi sa part de responsabilité. Et que c'est bien d'avoir de la tech for good, mais c'est encore mieux d'avoir de la good tech for good. Et qu'en réalité, il appartient à chacun de choisir... cette tech éthique, responsable, durable, open source. Et donc, le message qu'on essaie de porter aujourd'hui au pouvoir public, c'est, dans le fond, la tech, c'est aussi un choix politique. Donc, ne fermez pas les yeux, prenez pas n'importe quelle tech. La tech des GAFAM, c'est pas la même que la tech open source. Et donc, il y a tellement d'externalités positives liées à l'usage du logiciel libre que c'est pas du tout la même chose que de choisir les GAFAM ou de choisir en fait l'open source. Et nous, on appelle à une réflexion globale sur ce sujet-là et on attire en fait l'attention des politiques. Là, vous mettez dans la good tech la notion de sobriété, de durabilité, mais également de souveraineté. Alors oui. Alors sur le premier thème sur durabilité, contribution en fait à la planète. Il faut savoir que dans notre projet de Villa Good Tech, on veut aussi être exemplaire. C'est-à-dire qu'en fait, on veut aussi en faire un showroom, une vitrine de ce qui se fait de mieux en termes de technologie pour produire de l'énergie et conserver cette énergie, voire la redistribuer. Donc on est engagé dans un gros programme avec l'appui de la Solar Impulse Foundation, avec des bureaux d'études. De Picard, oui, absolument, avec la région Île-de-France. On essaie en fait de créer ce laboratoire vivant pour montrer que... Pour faire, parce qu'en fait, il faut passer du discours à l'action. Et donc, moi, j'ai été très inspiré par Bertrand Piccard et sa vision, quand il nous explique qu'il ne faut pas faire le monde de demain, il faut faire le monde d'aujourd'hui. Toutes les technologies, en réalité, existent. Il suffit juste de les mettre en œuvre. Alors, il suffit juste, et des fois pas... c'est d'ailleurs là-dessus où ça bute un petit peu. Et puis, vous avez raison, donc ça, c'est sur la dimension, la Good Tech, elle porte cette dimension de sobriété numérique. Nous-mêmes, par exemple, on fabrique un logiciel de messagerie sur la base d'un composant qui s'appelle GEMS. Je crois qu'on en avait déjà parlé ensemble. Ça consomme... GEMS, ça repose sur un protocole de messagerie qui s'appelle le JMAP, qui est 2 fois moins consommateur d'énergie que les messageries traditionnelles. Tout le monde doit passer à GEMS pour faire 50% d'économie d'énergie sur la partie messagerie. Et l'autre volet, vous avez raison, c'est la souveraineté numérique. Oui. Et d'ailleurs, c'est un sujet qu'on va aussi aborder dans le Tel Talk avec vous tout à l'heure. Juste pour rester sur la question environnementale, hier, c'était la remise du 3e volet de l'étude de l'ARCEP et de l'ADEME, notamment à notre ministre du Numérique, Jean-Noël Barrot, qui donc vise à mesurer cette empreinte environnementale du numérique en France. On dit que c'est 2,5% de l'empreinte nationale en 2022, le numérique. Les premiers impacts viennent des terminaux, des centres de données et des réseaux. Ça pose la question du cloud. Mais il y a plusieurs scénarios qui sont à l'étude. Et dans ces scénarios, il y a les scénarios du pire, où on va aller tous vers une croissance exponentielle de nos usages, du trafic, des objets connectés, de notre consommation des terres rares et des matériaux. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui penser la tech, le futur, dans une optique de croissance? Vous êtes une entreprise, vous devez croître, tout en essayant de travailler sur cette sobriété. Bon, est-ce que vous êtes sur le scénario du pire ou est-ce qu'il faut éviter ce scénario du pire? Parce que dans le scénario du pire, il y a quand même, heureusement, des solutions qui sont proposées, qui nous disent mais on va justement permettre, grâce aux technologies, de trouver des logiciels qui consomment moins, des matériaux qui ont moins d'impact sur la planète. Donc, il y a quand même des options intéressantes à étudier. Non, mais, bon, d'abord, moi, je suis profondément dans le camp du progrès, du développement, de la croissance. Il n'y a aucun doute par rapport à ça. Tous les autres scénarios sont des scénarios farfelus, de mon point de vue. Okay. Donc là-dessus, il n'y a pas d'alternative, effectivement, à cette dimension de progrès. Et ma conviction profonde, c'est que oui, le progrès technologique, et en particulier dans le numérique, apporte par soi-même
une bonne partie en fait des réponses en matière notamment de sobriété. Bon, d'abord, c'est que la vraie mesure de la contribution du numérique, elle est sur ses externalités positives. Le fait de pouvoir faire massivement du télétravail, c'est le plus puissant levier aujourd'hui qu'on a de réduction des émissions de CO2 dans les grandes villes du monde. Et donc, j'ai même des fois du mal à comprendre qu'on soit hésitant sur ces aspects-là et qu'on ne soit pas plus affirmatif. Et là, on a besoin, en fait, il faut arrêter de travailler sur les 0,5% d'énervés, quels que soient leurs extrêmes, et se concentrer, en fait, sur l'essentiel. Donc, oui. Et alors, si on veut aller les voir, ces technologies du futur qui permettent d'avoir une tech plus responsable, comment on fait? On peut se rendre chez vous comme ça, vous pouvez, sans prendre rendez-vous? D'abord, tout le monde est le bienvenu au 37 rue Pierre-Poli, à Issy-les-Moulineaux, donc sur l'île Saint-Germain. Alors pour l'instant, on n'a pas mis encore, c'est pas affiché à l'extérieur, etc. Ça fait 2 mois qu'on vient d'arriver, hein, donc voilà, on est encore en train de s'installer. Et puis surtout, c'est un long processus avec des bureaux d'études. On fait les choses en fait très sérieusement pour savoir. Voilà, comment on peut incorporer le meilleur en fait, des technologies dans cette Villa Goodtech. Et on fera, je l'espère, avec les autorités. J'ai invité le président de la République à venir inaugurer cette Villa Goodtech. Si son agenda le permet, m'a-t-il dit, il viendra. Vous inviterez Smartech. Vous serez bien sûr les bienvenus. Merci beaucoup Alexandre Zapolski de l'Inagora et donc de la Villa Goodtech. C'est l'heure de notre Tech Talk. On va parler ensemble d'IA générative. Est-ce que c'est la killer app du cloud ? On a vu avec ChatGPT et l'IA générative qu'on rentrait dans un nouveau monde très excitant. C'est peut-être une révolution aussi importante que l'arrivée d'Internet sur nos smartphones. On voit vraiment qu'on est en train de changer de génération du numérique. Mais est-ce que c'est un coup dur pour les offres de cloud européennes, puisqu'on a plutôt en avant sur ces technologies aujourd'hui des acteurs américains? Sur quoi les Européens pourraient faire la différence dans ce nouveau monde? Pour en parler, Philippe Charpentier, directeur Solutions Engineering de NetApp France. NetApp, spécialiste du stockage des données dans le cloud. C'est une entreprise américaine, vous êtes en Silicon Valley, mais vous avez aussi une filiale française qui a été ouverte en 1996, quand même un sacré historique. Et vous me dites qu'elle fournit des infrastructures de données de 90% des entreprises du CAC 40. Oui, on est présent partout dans le monde et effectivement on a une forte présence en France. On a à peu près 200 personnes sur la filiale française et l'IA est un sujet qui est extrêmement important pour nous dès lors que ça génère beaucoup de données. Et j'imagine que ça fait briller les yeux aux clients justement du CAC 40. Vous parlez de ChatGPT directement. De manière générale, l'IA existe depuis les années 50, donc ça fait longtemps, mais il y a une accélération effectivement depuis quelques mois, quelques années, notamment liée aux énormes capacités de calcul qui sont maintenant disponibles et énormes capacités. Ça a remis le sujet sur le devant de la scène. On a vu très concrètement aussi à quoi ça pouvait servir. Avec vous pour ce débat, Christophe Le Sur, vous êtes co-directeur général de Cloud Temple, acteur français. Tout à fait. Donc de cloud souverain, entreprise spécialisée dans le développement, la transformation, l'hébergement et l'infogérance. C'est une spin-off au départ de la société de cybersécurité Intrinsèque, certains connaissent sans doute. Et là, vous avez rejoint la plateforme qui rassemble en fait les solutions numériques de France, Solane, dans la catégorie hébergement et stockage. Et puis restez avec nous en plateau aussi pour ce débat, Alexandre Zapolski, vous êtes le président de l'Inagora et vous défendez une troisième voie numérique souveraine. Donc vous allez pouvoir... Y compris dans le domaine de l'IA. Y compris évidemment dans tous les domaines, bien sûr Alexandre. Donc vous allez pouvoir participer à cette discussion. Mais je voulais vous lancer là-dessus. Est-ce que l'Europe qui est en train de bâtir ses arguments de souveraineté dans le cloud, finalement en ayant trouvé une façon peut-être de s'imposer auprès des gros clients comme le CAC 40, est-ce que là, tout n'est pas en train de s'écrouler avec l'arrivée, la grosse démonstration de force de Microsoft qui nous dit dans Azure, maintenant, vous avez un ChatGPT. ChatGPT a cet avantage, c'est qu'il permet en fait à tout le monde, vous, moi, mes parents, mes enfants, de commencer à comprendre qu'est-ce que ça signifie réellement d'avoir des logiciels, des algorithmes en fait qui simulent l'intelligence humaine. Ouais. Et j'ai envie de dire que l'apport principal de cet outil, c'est de montrer quels sont les bénéfices, que tout à chacun peut le tester et jouer avec et avoir des réponses qui sont quand même assez étonnantes. Et puis aussi à la puissance publique, aux entreprises, de se poser un certain nombre de questions sur la propriété intellectuelle, par exemple, la souveraineté aussi, et de commencer en fait à se poser la question de
quel va être le monde de demain avec cet outillage. Et évidemment, en fait, ChatGPT a une propriété relativement agréable, c'est qu'il génère de la donnée. Et donc, les différents acteurs des infrastructures cloud, nom d'étape, Cloud Temple, Inagora, nous devons produire des infrastructures et du logiciel pour permettre aux entreprises, dans leur transformation numérique, de bénéficier de ces outils. Donc c'est un beau momentum, mais là, la je question, pense. c'est un super momentum, je suis d'accord, mais est-ce qu'on ne se prend pas un coup de retard d'un seul coup ? Moi, je pense qu'au contraire, c'est une super opportunité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un développement massif de technologies autour de l'IA. On parle de ChatGPT, mais il y a énormément de cas d'application. Et donc, les Français sont assez connus pour être des bons ingénieurs. Et c'est une opportunité, notamment pour les sociétés françaises, de développer des nouveaux services, développer des nouvelles applications et de surfer sur cette vague qui Alors d'ailleurs, qui- NetApp, là, vous publiez aujourd'hui même, c'est bien parce que comme ça, vous nous le donnez en exclusivité dans Smartech, les résultats d'une étude mondiale sur le cloud. Et l'IA figure en tête des centres d'intérêt, je dirais. Oui, alors effectivement, nous on s'intéresse grandement aux projets que mènent nos clients. Et cette année, on sait qu'il y a quasiment 37% des sociétés qui vont avoir des projets IA ou associés à l'IA. Oui. Et donc forcément, c'est un thème sur lequel on est très, très impliqué. Oui. Aux États-Unis, près d'un dirigeant technique sur 2 déclare que la moitié ou plus de ces déploiements cloud sont pris en charge par des applications basées sur l'IA au cours de l'année prochaine. Mais vous savez, il y a encore une fois, juste, vous allez dans Google, vous mettez une recherche, il va commencer à renseigner directement les mots-clés de votre recherche. L'IA, on en fait déjà tous les jours sans le savoir. Donc là, c'est juste l'accélération qui permet justement d'offrir des nouvelles perspectives. Mais votre question, elle est bonne, Delphine. Il faut voir la façon, par exemple, dont Notion a implémenté un moteur équivalent à ChatGPT à l'intérieur de Notion. Ouais. C'est bluffant. Et c'est en train d'accélérer la productivité en entreprise. On sait que Microsoft est en train de faire exactement la même chose et d'intégrer l'IA partout en fait dans ses outils. Et on va voir un 365, qui est leur plateforme collaborative, encore plus puissante que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Et là, vous avez raison, c'est que on est en train à nouveau, je crois, de prendre un retard en France et en Europe. Parce qu'on n'a pas su investir quand il fallait. Moi, j'ai présenté, par exemple, un grand programme de recherche dans le cadre de France 2030, et on m'a dit, Alexandre, c'est trop ambitieux. Et il y avait une grande partie en fait d'IA, puisque nous on fait avec l'INTO, vous savez, vous vous rappelez peut-être, on a en fait des outils dans le domaine en fait du traitement du langage, et on traite en fait ces grands modèles de données. On est un des leaders dans la recherche open source sur ces sujets-là. Et on nous a dit, voilà, c'est trop ambitieux, c'est juste dingo. C'était il y a 1 an et demi de ça, et aujourd'hui c'est en train d'arriver. Néanmoins, comme toujours dans le numérique, c'est jamais trop tard. Parce que le numérique, il n'y a pas d'innovation de rupture. C'est que de l'innovation incrémentale. Et donc, il n'est jamais trop tard pour essayer de bien faire. Donc moi, je fais un plaidoyer sur votre plateau, si vous me le permettez. Il faut que le CNRS, que l'INRIA, que France 2030 se mettent ensemble et portent un grand programme dans le domaine en fait, de l'intelligence artificielle pour faire le ChatGPT open source qui va bien, pour faire le Hugging Face. C'est juste on avait eu l'intention politique très claire avec le rapport Villani, qui était quand même très précurseur sur ces questions d'intelligence artificielle. On débarque pas comme ça, on découvre pas d'un seul coup du jour au lendemain l'IA en France. Ben non, mais Cédric, il avait eu du pouvoir politique à une époque. Bon, et puis il l'a beaucoup perdu, il faut le reconnaître, avec sa tentative de devenir maire de Paris, etc. Et donc, résultat des courses, ça n'a pas été suivi des faits comme ça aurait dû être suivi des faits. Vous avez raison, et donc on a pris un quinquennat, pas pour rien, parce qu'il s'est passé quand même des choses intéressantes, mais on n'a pas accéléré comme il aurait fallu qu'on accélère. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a France 2030, le président de la République, il y a 15 jours, a réuni en fait les acteurs de la French Tech, a redonné des ambitions extrêmement fortes. Alors, c'est la French Tech telle qu'on la connaît, les mano-mano, Blablacar, etc., tout ça, c'est très bien, mais à côté de ça, il faut surtout investir dans les acteurs de l'infratech. Parce que là, on parle du logiciel aussi. Hein. Et oui. Et pour aller dans le sens de ce que dit Alexandre, les briques logicielles qui permettent à ChatGPT de fonctionner sont des briques open source. Transformer, qui est le moteur, in fine, qui a permis à OpenAI de faire ChatGPT, qui est un produit Google open source, il est disponible.
Donc je me joins en fait à l'appel d'Alexandre. Il est possible en fait en Europe d'allier nos forces pour utiliser ces briques open source et les assembler ensemble dans le cadre en fait d'infrastructures qui peuvent être de souveraineté européenne, de manière à pouvoir en fait proposer pour un certain nombre Comment ça pourrait s'orchestrer très concrètement? Qu'est-ce qu'il faut qu'on mette en place? Alors, moi, je pense qu'il y a déjà quand même énormément de sociétés en France qui ont investi sur l'IA. On a plus d'une centaine de startups qui sont exclusivement sur l'IA et je pense que ça va grossir de manière exponentielle. Alors, pour donner un petit exemple, il y a 1 an et demi, une étape qui grossit aussi par croissance externe, a acheté une société qui s'appelle Data Mechanics. C'est une petite société française d'une dizaine de personnes spécialisées dans un truc très spécifique qui est les workloads Spark. Mais bon, c'est clairement lié à de l'IA. Oui. Et donc, c'est l'open source. Et donc, moi, je suis beaucoup plus optimiste sur notre capacité, justement, à avancer et à développer des structures. Et je pense qu'aujourd'hui, les mécanismes qui sont mis en place par le gouvernement pour, justement, pousser des nouvelles pousses, des nouvelles sociétés à croître autour de l'IA, c'est quelque chose qui marche aujourd'hui. Non, mais ça, qu'il y a un vrai savoir-faire français dans la matière, c'est une réalité. Mais le vrai sujet, ce sont des ingénieurs français. Eh bien oui, c'est ça. Le gros de l'IA, c'est des ingénieurs français. Est-ce qu'ils travaillent chez Cloud Temple, chez Mais non, ils terminent dans les boîtes américaines. Eh ben voilà. Alors non, en fait, il faut dire que pour vos auditeurs, il y a quelque chose qui va intéresser tout le monde, c'est que on a enfin réussi à convaincre le gouvernement de mettre en place un comité stratégique de filière tout à fait numérique de confiance. C'est-à-dire qu'on va enfin regrouper les acteurs français du code, des algorithmes, J'imagine qu'avec ChatGPT, il y a un nouvel invité dans la conversation là, parce que c'est tout nouveau quand même, hein, cette organisation autour de Michel Paulin, cette réflexion. Pour structurer la filière numérique. Oui, c'est tout nouveau. Il a fallu 7 ans d'efforts pour convaincre que c'était nécessaire. Cloud Temple en fait partie. Alors vous avez raison, vous avez cité Michel Paulin qui est le préfigurateur en fait de ce CSF. Mais il faut quand même se dire les choses. C'était juste dingo. Il y avait 23 comités de filières stratégiques, dont la filière du bois, qui est certainement une filière très importante pour la France. Il n'y a pas de doute par rapport à ça. Mais il n'y avait pas de filière dédiée à l'industrie du numérique. Bon, alors le gouvernement est en train de rattraper ça, on est en train de faire effectivement de construire en fait ce CSF. Et pourquoi c'est important? C'est parce que ça va permettre ensuite un dialogue au long cours entre l'écosystème, les acteurs de cette industrie numérique et le gouvernement. Et ça va, moi j'en suis persuadé. J'ai cité Michel Paulin, pas juste pour lui faire plaisir, c'est parce qu'il est aujourd'hui aux manettes d'OVH Cloud. Donc ce sujet de l'IA générative au sein des services cloud, pour lui, c'est hyper stratégique. C'est un nouvel invité quand même dans la discussion. Le futur de cloud, en fait, vous l'avez parfaitement cerné. C'est le futur des services qui sont associés. Oui. Aujourd'hui, en Europe, on est trop axé en fait sur la fourniture de calcul et de stockage. Tout l'enjeu des prochaines années, et c'est en particulier l'enjeu pour OVH, mais aussi pour Cloud Temple, c'est de produire des services très facilement consommables par les entreprises et sur lesquels s'appuieront notamment tous les logiciels qui permettent de générer les futurs chats GPT européens. Ouais. Et c'est l'enjeu des 18-24 mois qui viennent, en fait, c'est d'avoir en fait un écosystème, des financements, une assistance de la puissance publique qui permet justement de travailler sur le cœur du sujet, c'est fournir des services de haut niveau au niveau des clouds européens. Mais on a besoin de quoi? On a besoin, parce qu'on a besoin quand même de puissance de calcul pour faire tourner ces modèles de langage aussi. Oui, nous, on a fait la proposition, par exemple, pour la filière de la GoodTech, de se doter d'un cluster de GPU, parce que facilement disponible pour l'ensemble des acteurs. Et par exemple, là-dessus, on a buté à convaincre la BPI d'investir, parce qu'en fait, donc ça veut dire qu'en amont de ça, on a besoin encore de convaincre, d'expliquer. C'est pas encore naturel. Tout ça prend du temps. Je pense que la filière hydrogène, ils ont mis 20 ans pour convaincre que l'hydrogène serait un jour important. Nous, sur l'IA, ça fait quelques... Alors, je crois, hier soir, on n'a pas le temps parce que ça va très très vite. Ouais, mais Jean-Noël Barrot a annoncé hier soir qu'il y allait avoir un grand plan IA annoncé là très prochainement. Donc ça, je n'ai pas les dessous des cartes, mais je pense que ça bouge très très vite. Antoine Petit, le président du CNRS, est absolument convaincu qu'il faut faire bouger le CNRS sur ce sujet-là aussi. Donc je pense que là, il y a vraiment ça s'accélère. Le fait que ChatGPT soit sur le 20h, ça fait bouger Philippe, tout le monde. si je reviens à votre étude, je lis aussi, la France est avec le Japon le pays qui croit le plus au développement d'applications IA dans le cloud. Oui, et c'est un constat... Si on y croit, on va y arriver. Oui, et c'est un constat...
En fait, ce qu'il faut voir, c'est que, comme vous l'avez cerné aussi, la partie, quand on veut faire de l'IA, on consomme énormément de capacité de calcul, on consomme énormément de capacité de stockage, et ça, encore une fois, c'est un catalyseur pour l'utilisation des cloud providers. C'est-à-dire que quand on veut faire un investissement sur des plateformes qui peuvent faire de l'IA, c'est tout de suite un investissement significatif qui demande de bloquer des assets, alors que justement, les cloud providers sont là pour fournir de manière intéressante financièrement à la demande des assets qui sont mutualisés entre différentes plateformes, différents clients. Et donc, c'est encore une fois une opportunité pour ces cloud providers de fournir des services liés à l'IA et donc d'exploiter finalement la manne qui s'offre à nous. Et si on réfléchit à ne pas forcément se battre avec les mêmes armes que ceux qui ont déjà pris quand même pas mal d'avance sur ce sujet, qu'est-ce qu'on peut apporter demain, nous, acteurs européens, dans le domaine du cloud, dans le domaine des services, qui nous différencie? Comment est-ce qu'on peut se positionner moi, je pour pense prendre des places sans forcément aller les battre sur le même terrain? Ce qui va nous différencier, c'est cette fameuse sur le même terrain. Cette idée de troisième voie numérique, de faire un numérique différent et une IA différente, c'est-à-dire une IA éthique qui respecte by design l'ensemble de la diversité des idées, de la population. On sait très bien qu'il y a des biais, ça a été démontré dans ChatGPT, de la problème des biais est éminent. Dont l'IA est entraînée. Et donc, le fait qu'on ait des acteurs qui Même sans parler de biais, c'est vrai qu'il y a en tout cas une puissance culturelle du coup américaine face à laquelle on doit forcément... Pour que l'IA soit performante, vous devez l'entraîner. Ouais. Pour l'entraîner, en fait, vous choisissez les sujets et choisissant les sujets, vous lui mettez les garde-fous. Qui décide des sujets? Qui décide des garde-fous? À cet instant, force est de constater que ce sont des sociétés de la Silicon Valley qui ont cette responsabilité, qui l'ont pris. Il y a un réel sujet culturel, informationnel, étatique aussi. Mais là, on reste quand même sur le même terrain de jeu. C'est-à-dire qu'on dit, nous, on va refaire des modèles, mais un peu différents, plus éthiques, plus ouverts culturellement. Mais c'est le même terrain de jeu. Oui, mais c'est pas mal. Et de toute façon, on est... Non, mais c'est pas facile. C'est bien d'avoir une diversité culturelle. C'est bien, mais c'est pas facile. Et puis qu'on parle en français et pas forcément anglais sur l'ensemble des chaînes d'information. Non, mais ce combat pour le français, la francophonie, ce débat en fait pour l'ouverture culturelle, c'est pas un petit débat. Ce qui est terrible, c'est qu'OpenAI, donc l'acteur qui est derrière ChatGPT, à l'origine, c'était en fait un projet open source et qui a forqué pour devenir en fait une entreprise commerciale. La vraie difficulté, c'est qu'on tous ces modèles-là, Hugging Face, à l'origine, c'est une plateforme open source et maintenant leur grand allié, c'est Amazon. Et parce que en fait, le numérique américain est un numérique nécessairement commercial, nécessairement capitalistique. Et moi, je pense qu'il est temps de développer en fait un numérique alternatif. Et donc, qu'est-ce qu'ils attendent les clients de Cloud Temple quand ils viennent vous voir? À cet instant, tous nos clients sont dans des programmes de transformation numérique plus ou moins avancés. La transformation numérique, c'est efficience opérationnelle, c'est efficience énergétique depuis 2022, et puis c'est efficience financière aussi. C'est malheureusement le nerf de la guerre. Donc il y a des premières préoccupations qu'on peut adresser déjà. On n'est pas tout de suite dans le fantasme de services d'OP à l'IA générative. Là, à cet instant, en fait, il y a le momentum ChatGPT et la découverte par les autorités, par le public de ce à quoi ressemblera l'intelligence artificielle demain. Les entreprises, elles sont un petit peu plus... calme, on va dire, dans cet aspect-là. Elles ont des programmes de transformation. Tout cela prend en fait des mois, voire quelques années. Et donc, elles réfléchissent, comme tu le disais, à intégrer en fait dans ces programmes de transformation de l'IA générative. Donc, en fait, pour aller dans le sens... Ça laisse un peu on a du temps, oui. C'est ça. On a du temps. On n'a pas 10 ans, mais tout de suite. Mais il faut y bosser maintenant. Voilà. Et le nerf de la guerre pour la filière et pour nous, c'est une prise de conscience des pouvoirs publics et au niveau français, au niveau européen. Ça, je pense qu'on est dans la bonne dynamique. Et c'est de l'argent. C'est que, en fait, les entreprises, dans leur programme de transformation numérique, puissent avoir accès à des programmes de financement, à de la mise à disposition. Pourquoi, en fait, la Silicon Valley... Il y en a des programmes de financement quand même en France, en Europe. Leur accessibilité pour l'entreprise lambda qui doit travailler tous les jours, en fait, elle est diverse en fonction des domaines d'activité. Donc les États-Unis ont cette facilité à pouvoir, à coût de dizaines de millions d'euros, débloquer et donc
accélérer. Je pense que l'Europe a quelque chose à jouer sur ce sujet. Alors, en France, on est quand même bien placé parce que tout ce qui est mécanisme de financement pour tout ce qui est recherche et développement est extrêmement favorable. J'ai l'impression, parce que même les Américains viennent les chercher ici. Oui, c'est un paradis fiscal. Faire de la recherche et développement, c'est bien. Le passer en production dans l'usine à Gaudreville-la-Rivière, c'est autre chose. Ouais. Mais du coup, encore une fois, je pense que c'est une opportunité parce que si on regarde ce qui permet cette utilisation de l'IA, c'est la génération de données. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de mécanismes et de systèmes qui génèrent de la donnée. Alors, on parle de edge computing souvent, c'est-à-dire que de plus en plus près dans les usines, dans les équipements qu'on a, on se retrouve à générer de la donnée. Et cette donnée, c'est tout simplement des opportunités pour l'exploiter et en sortir des services. Alors, les services, c'est à nous de les inventer. On connaît évidemment tout ce qui existe dans tout ce qui est healthcare, tout ce qui est sécurité, tout ce qui est détection de fraude, par exemple. Il y a quand même déjà beaucoup de choses qui existent, mais je pense que c'est à nous de les inventer et l'opportunité, elle est vraiment là. Voilà. Oui, c'est-à-dire que si plus finalement vous avez de clients qui vous font confiance, plus vous collectez des données qui nourrissent vos modèles et permettent de créer ces nouveaux services. Le client lui-même a des données et en fait, l'intelligence artificielle lui permet d'utiliser ces données d'une façon dont il n'avait pas imaginé, en mettant à disposition pour ses propres clients des nouveaux services, comme tu l'indiques, ou des nouvelles offres, et donc en fait permettre la croissance de nos clients. Et c'est là où il y a un enjeu encore particulier d'avoir en fait une offre française européenne sur le sujet. Pourquoi ? Parce que les grands utilisateurs, les grands clients qui veulent tirer parti de l'IA, aujourd'hui, ils confient en fait leurs datasets à des technologies qui sont des technologies américaines. Toujours celui qu'on cite, c'est le Elf Data Hub avec Microsoft. Et donc, dans le fond, on permet en fait à ces acteurs américains d'améliorer leur modèle, d'améliorer donc du coup par là même leur offre pour les autres clients potentiels. Et donc, on est dans un cercle, alors vertueux pour eux, mais sur l'enjeu de la souveraineté numérique. C'est hautement stratégique aujourd'hui. Un cercle vicieux. Et donc, savoir à qui on confie ces données, ça c'est certain. Non, mais, en fait, on parle toujours de la data, mais en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que l'IA, c'est l'usine à data. Et donc, la réalité, c'est que c'est bien d'avoir de la data fabriquée made in France. C'est encore mieux d'avoir des usines qui produisent, en fait, cette data made in France. Et donc, c'est pour ça que c'est l'enjeu de l'infratech, c'est un enjeu essentiel. J'avais une dernière question, parce qu'on arrive déjà à la fin de ce Tech Talk. C'était comment est-ce que les opérateurs de cloud européens doivent s'adapter à cette nouvelle donne ? Je disais, côté matériel, il nous faut aujourd'hui des puissances de calcul. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre ? Des filières de formation, on en a, mais il faut les multiplier parce qu'en fait, on n'a pas assez en fait d'ingénieurs disponibles sur le marché. Bon, par ailleurs, il y a une vraie concurrence mondiale. Donc les compétences. Et donc elles partent en partie à l'international. C'est une vraie complexité. Les clients, des gros clients. Oui, la confiance des grands clients dans l'offre française et dans l'offre en fait des startups et des PME françaises, parce que c'est plus facile de faire confiance aux GAFAM que de faire confiance en fait à la nouvelle entreprise qui arrive. Des programmes, il existe des programmes, c'est vrai Delphine, et la France, mais des programmes qui soient adaptés et qui fassent aussi confiance à ces acteurs de la nouvelle frontière numérique. Vous voulez dire qu'ils finissent pas toujours dans les mêmes poches, quoi. C'est ça. Qui soit plus orienté vers l'écosystème en tout cas, ça doit être une clé de décision. D'une taille intermédiaire plutôt que. Mon opinion, c'est que ça doit être une clé de décision pour les clients. Merci beaucoup à tous les trois. Donc Alexandre Zapolsky qui a bien participé à ce Tech Talk, Philippe Charpentier, NetApp France et Christophe Le Sur de Cloud Temple. À suivre, on fait une petite pause et ensuite on se retrouve pour parler crypto. C'est la deuxième partie de Smart Tech qui démarre, que vous regardez sur la chaîne Bismart ou en replay ou encore en podcast. Je sais que vous êtes aussi nombreux à nous suivre de cette façon. Ici, on parle du numérique, on parle de nouvelles technologies et puis on parle des cryptos, du marché des cryptos avec ces nouvelles décisions qui ne sont pas sans impact, des décisions politiques. C'est Faustine Fleuret qui est à distance avec nous aujourd'hui, présidente directrice générale de l'ADAN, qui va nous faire un point sur ce projet de loi DDADUE qui englobe donc des dispositions diverses d'adaptation aux droits de l'Union européenne. On va parler donc de ces impacts, du bilan que vous en tirez, Faustine, sur le marché des cryptos. Bonjour. Bonjour. Je vous donne la parole. Alors en effet, on a eu des développements sur ces derniers mois très importants et qui vont être très impactants
pour les acteurs de marché de cryptoactifs et ces débats ont vu leur aboutissement la semaine dernière, le 28 février, par un vote à l'Assemblée nationale donc d'un renforcement de la réglementation française des prestataires de services sur actifs numériques. Donc pour rappel, nous avons une réglementation en France depuis plusieurs années qui encadre des acteurs de marché de cryptoactifs qui vont rendre des services au public français comme conserver leurs actifs ou leur permettre d'échanger des cryptoactifs contre d'autres ou contre de la monnaie à cours légal. Donc c'est une réglementation que nous avons depuis plusieurs années et c'est vrai que à partir du mois de novembre dernier, notamment avec les déboires autour de la faillite de FTX, il y a eu des réflexions sur l'opportunité de renforcer cette réglementation qui s'articulait en 2 volets, un enregistrement obligatoire pour les PSAN depuis 2019, donc prestataires de services sur actifs numériques, et un agrément qui était optionnel. La question s'est posée de rendre cet agrément obligatoire et donc de demander aux PSAN de respecter des conditions supplémentaires pour pouvoir être autorisés à exercer leur activité en France. C'est-à-dire Il faut savoir- prendre les devants en fait d'une réglementation européenne, d'imposer déjà ces contraintes sur le marché français. Mais finalement, il y a eu un revirement. Quel est le fin mot de l'histoire ? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on est dans l'attente, et c'est vraiment très important, de la mise en place de la réglementation européenne et donc d'une harmonisation des règles au niveau européen, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Et donc la crainte qu'on avait, c'était d'accélérer ce calendrier qu'au niveau franco-français et donc de soumettre en avance de phase les PSAN français à des règles strictes, plus strictes, mais surtout parfois inatteignables. C'est des sujets sur lesquels on travaille à l'association depuis un certain temps. Les conditions de cet agrément, pour certaines, sont quasiment impossibles à respecter pour les PSAN. Donc on a fait beaucoup de pédagogie, on a beaucoup expliqué que peut-être qu'un agrément obligatoire n'aurait pas été soutenable dans un calendrier accéléré. En revanche, en comprenant la problématique de renforcer progressivement la réglementation dans la perspective de ce MiCA européen, la solution qui a été trouvée, on va dire, de compromis, mais qui consiste quand même en un renforcement de la réglementation française, c'est un enregistrement renforcé, c'est-à-dire par rapport à aujourd'hui où les PSAN doivent s'enregistrer sous certaines conditions. Il a été décidé que pour les futurs PSAN, il y aurait des conditions additionnelles dans cet enregistrement pour qu'ils puissent être autorisés à exercer au niveau français. Et ces conditions supplémentaires sont issues du socle commun de règles que les PSAN devront respecter quand MiCA sera en application. Donc notamment des règles autour de l'information relative aux clients, la ségrégation des actifs, donc des sujets qui ont été très importants dans le cadre de ce qui s'est passé autour de FTX. Mais malheureusement, il y a aussi eu des règles, et c'est là où du coup on est un petit peu moins heureux du résultat, on va dire. Il y a eu des règles ajoutées en dernière instance dans les débats qui sont aujourd'hui très problématiques à respecter dans un calendrier accéléré pour les PSAN, et je pense notamment aux règles relatives à la cybersécurité. Ah oui, parce que la cybersécurité s'est invitée dans les débats. Alors, de quoi s'agit-il précisément? Quelles sont ces règles et quel est l'impact pour le marché des cryptos en France? Alors, ce qui va être demandé aux prestataires de services sur actifs numériques, c'est de disposer d'un système informatique résilient et solide. Donc, bien sûr, dans l'intention, c'est absolument nécessaire dans un monde en plus nativement et totalement numérique. Donc, on comprend les enjeux. Cependant, c'est un volet de la réglementation qui pose plusieurs problématiques pour les PSAN. D'une part, c'est le volet qui va être le plus coûteux pour la mise en conformité. Extrêmement coûteux. Pour se mettre en conformité, ça va être de l'ordre de plusieurs centaines de milliers d'euros pour un PSAN. Et c'est vraiment là où, au sein de la réglementation, on va avoir le plus d'efforts dans un contexte aujourd'hui de marché que l'on sait assez peu favorable, et notamment pour l'investissement. Donc ça va être extrêmement compliqué en avance de phase de pouvoir se mettre en conformité, d'autant que les PSAN ont besoin de clarification. Il y a beaucoup de dispositions qui n'ont pas été pensées spécifiquement pour les marchés de cryptoactifs, où il y a besoin de clarifier et d'apporter des informations supplémentaires pour que les PSAN comprennent ce qu'ils doivent faire, mais aussi pour que les régulateurs comprennent comment
autoriser et comment bien superviser derrière la mise en place de ce dispositif. Donc on a aussi un besoin de formation très important, que ce soit pour les acteurs, mais aussi pour les autorités, pour qui c'est un sujet nouveau, et ce qui risque d'alourdir les délais qui sont déjà assez conséquents pour autoriser des entreprises. Merci beaucoup Faustine Fleuret, merci. Vous faites de l'acculturation là dans Smartech et j'imagine que c'est un travail que vous faites tous les jours. Merci encore Faustine Fleuret de l'ADAN. À suivre notre chronique Où va le web ? Alors, dans cette chronique Où va le web, Eva va nous parler de cette guerre qui se trame au sein des plateformes de trading de NFT. Le combat continue entre les plateformes de trading de NFT. Une chose est sûre, la place de marché OpenSea vient de perdre une sacrée bataille. Pour vendre et acquérir des NFT, c'est vrai qu'on faisait difficilement mieux qu'OpenSea. Rendez-vous compte, l'entreprise captait 73% des échanges mondiaux en 2022. Retournement de situation, la plateforme se retrouve aujourd'hui dépassée par son concurrent Blur. Blur qui a fait état de 698 millions de dollars échangés en 30 jours entre fin janvier et début février. Ce revirement, il s'explique en partie par le modèle économique de ces plateformes. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des royalties NFT ? La plateforme distribue en fait automatiquement un pourcentage du prix de vente au créateur. Quand ? Eh bien, à chaque fois que son NFT est vendu sur une place de marché. Mais le choix d'appliquer ou non ces commissions revient aux plateformes. C'est là où ça se complique. OpenSea choisissait, lui, de les faire payer. Blur en a décidé autrement et a rendu ses frais optionnels. Et de ne pas avoir à les payer, eh bien cela a évidemment attiré massivement les investisseurs. OpenSea contre-attaque, la plateforme lance d'abord un nouveau protocole technique qui vise le renforcement de ce versement des royalties. Finalement, elle finit par réduire ses frais de trading, mais de son côté, Blur riposte et crée un protocole qui facilite l'échange de NFT. Alors vous le voyez, la bataille n'est pas finie et elle est importante car c'est sur elle que repose en partie l'économie du Web3. C'était Smartech, merci à tous de nous suivre tous les jours. On se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech, sur Bismart en replay et en podcast.